Feu, cendres, silence. Le dimanche des Rameaux 1826, une cité de fantômes décida de mourir. Pas par l'épée, pas par la famine, mais de sa propre main. Imaginez ceci. 10 000 squelettes marchant vers les fusils de 30 000 soldats bien nourris. Ils l'appelèrent l'Exode. Ce n'était pas une bataille, c'était un cortège funèbre qui ripostait. À la fin de cette histoire, vous verrez comment une seule explosion dans une ville de briques crues n'a pas seulement tué les défenseurs. Elle a réveillé le monde entier. Missolonghi tomba pour que la Grèce puisse renaître, mais d'abord, ils durent payer le prix ultime en sang. Pour comprendre comment un cimetière devint un symbole de liberté, nous devons d'abord comprendre la terreur qui étranglait la révolution grecque. En 1825, le rêve d'indépendance se mourait. Ce n'était pas une mort héroïque, c'était une décomposition. Les guerres civiles avaient vidé le trésor. Les puissances européennes regardaient avec indifférence. L'Empire ottoman, fatigué de la rébellion, avait joué son atout maître. Le sultan fit appel à son vassal le plus puissant, Muhammad Ali d'Égypte, pour terminer ce que les Turcs ne pouvaient pas accomplir. Le sultan ne demanda pas simplement des soldats. Il demanda un bourreau. Entrez Ibrahim Pacha. Si les commandants ottomans étaient des seigneurs de guerre médiévaux à l'ancienne, Ibrahim était l'avenir. Froid, calculé, européen. Son armée avait été entraînée par des vétérans français des guerres napoléoniennes. Il ne chargeait pas en foule désorganisée en criant des slogans religieux. Il marchait au pas. Ils portaient des uniformes. Ils utilisaient la baïonnette avec une précision mathématique. Ce n'était pas une horde. C'était une machine. Considérez le contraste. Les forces ottomanes avaient passé 4 ans à échouer à écraser les Grecs parce qu'ils combattaient de la même manière que les Grecs. Escarmouches de guérilla, embuscades de montagne, mêlées chaotiques. Ibrahim apporta la discipline de l'Ouest à la brutalité de l'Est. Il débarqua dans le Péloponnèse et effaça simplement l'opposition. Il brûla les oliveraies. Il réduisit des villages en esclavage. Il transforma le jardin de la Grèce en désert. Sa stratégie était brutalement simple. Si vous ne pouvez pas attraper le poisson, videz l'eau. Fin 1825, cette force irrésistible tourna ses yeux vers le nord, vers la seule ville qui avait défié le sultan pendant des années, Missolonghi. Sur une carte, Missolonghi n'a aucun sens en tant que forteresse. Elle n'est pas construite sur un rocher comme Corinthe. Elle n'est pas entourée de murs de pierre massifs comme Rhodes. C'est une ville de pêcheurs assise à plat sur une lagune boueuse. Elle s'élève à peine au-dessus du niveau de la mer. De loin, elle ressemble à une collection de cabanes s'enfonçant dans le marais. La logique militaire disait qu'elle aurait dû tomber en un jour. Les murs n'étaient souvent rien de plus que de la boue séchée et des remparts de terre, à peine assez hauts pour arrêter un cheval déterminé. Les douves étaient un fossé peu profond, rempli d'eau stagnante. Un bombardement d'artillerie concentrée aurait dû réduire l'ensemble de la colonie en poussière. Une seule charge de cavalerie lourde aurait dû franchir les terrassements. Mais la lagune était le bouclier de la ville, et son secret. Les eaux autour de Missolonghi sont un labyrinthe traître de hauts fonds, de bancs de vases et d'îlots. Les navires de guerre ottomans à fort tirant d'eau ne pouvaient pas s'approcher assez près pour bombarder efficacement la ville. Ils s'échoueraient à des kilomètres. Seuls les bateaux à fond plat pouvaient naviguer dans le labyrinthe. Cela signifiait que toute attaque devait être amphibie, lente et exposée. À l'intérieur de cette clôture de boue se tenaient les assiégés libres, une collection de locaux, de réfugiés et les restes des Souliotes, les légendaires guerriers des montagnes d'Épire. Ces hommes étaient des anachronismes vivants. Pendant que l'armée d'Ibrahim pratiquait des exercices de formation, les Souliotes nettoyaient leurs yatagans et chantaient des chansons sur Alexandre le Grand. Ils portaient la fustanelle, le kilt plissé, et combattaient avec une férocité qui frisait la folie. Ils n'avaient pas de corps d'artillerie, ils n'avaient pas de ligne de ravitaillement, ils n'avaient pas d'uniforme. Ce qu'ils avaient, c'était un manque total et terrifiant de peur. La situation stratégique début 1826 était un cauchemar. Rachid Pacha, le commandant ottoman connu sous le nom de Kyutaya, se cognait la tête contre les murs de boue de Missolonghi depuis des mois, avec peu de succès. Son armée était démoralisée, impayée, et souffrait de la fièvre des marais qui infestaient la lagune.
Les défenseurs s'étaient moqués de lui depuis les murs. Ils avaient pillé ses camps. Ils avaient transformé le siège en impasse. Puis Ibrahim arriva. L'arrivée de la flotte égyptienne changea la physique de la guerre. 535 navires obscurcirent l'horizon. Les vaisseaux de transport déversèrent régiment après régiment d'infanterie fraîche et disciplinée, de lanciers arabes, d'artilleurs formés à la française, de cavalerie mamelouk. La force combinée face à la ville gonflait à plus de 30 000 hommes. À l'intérieur des murs, à peine 4 000 combattants épuisés et 10 000 femmes, enfants et personnes âgées. Les chances étaient de 7 contre 1. Le résultat semblait mathématiquement inévitable. Ibrahim sortit pour rencontrer Rachid Pacha. La rencontre fut tendue. Le commandant égyptien regarda les lignes de siège ottomanes en lambeaux, puis regarda la pathétique clôture debout de la ville. Il rit. Il aurait dit à Rachid qu'il n'aurait pas besoin de moi. Il prendrait la clôture en 14 jours. Il avait tort. Le siège commença non par un assaut, mais par l'ingénierie. Les conseillers français d'Ibrahim tracèrent une grille de tranchées. Ils s'approchèrent des murs avec la progression lente et inexorable d'un glacier. Motifs en zigzag pour dévier les tirs de riposte, fossés parallèles, position de batterie. Ils apportaient la science du siège à un combat au couteau. Les premiers bombardements furent apocalyptiques. Des milliers d'obus s'abattirent sur les toits de chaume de Missolonghi. La ville brûla. La fumée planait bas sur la lagune, se mélangeant à la brume matinale. Les défenseurs plongèrent dans les caves ou se blottirent derrière les terrassements. Mais lorsque les tirs cessèrent et que l'infanterie égyptienne avança, ils trouvèrent les Grecs qui attendaient. C'est là que la différence entre les exercices sur le terrain de parade et la guerre des marais devint sanglante. Ibrahim envoya ses réguliers arabes en avant en colonne serrée. Ils marchèrent dans la zone de mort avec une discipline parfaite, mais la boue de la lagune neutralisa leur vitesse. Le terrain inégal brisa leur formation, et derrière les terrassements, le feu grec fut dévastateur. Les souliotes ne tiraient pas en salve, ils tiraient à volonté, chaque coup visé par un tireur d'élite qui avait appris à tirer en chassant les chèvres de montagne. Ils visaient les officiers, ils visaient les porte-drapeaux. Les colonnes égyptiennes vacillèrent, puis les Grecs firent l'impensable. Ils ne se contentèrent pas de tenir la ligne. Ils sautèrent par-dessus le mur. Yatagan dégainé, pistolet dans une main, poignard dans l'autre. Les défenseurs chargèrent dans le no man's land boueux. L'impact psychologique fut dévastateur. Les soldats d'Ibrahim étaient entraînés à combattre d'autres soldats, pas des démons qui sprintaient à travers le feu d'artillerie pour s'engager dans un combat au corps à corps. Au cours de ces premières semaines, la lagune devint rouge. La promesse d'Ibrahim de 14 jours s'évapora dans la fumée des canons. Ibrahim n'était pas un homme à se laisser provoquer par les insultes. C'était un mathématicien de la mort. Il réalisa que la force brute était coûteuse. Il perdait des centaines de soldats incomparables pour chaque douzaine de Grecs qu'il tuait. Le taux de change était mauvais. Alors il s'arrêta. Les canons se turent. Les charges cessèrent. L'armée égyptienne recula juste hors de portée de mousquets. Ibrahim regarda la lagune. Il regarda les bateaux de ravitaillement qui se faufilaient, depuis les îles Ioniennes, sous le couvert de l'obscurité, apportant du pain et de la poudre à canon aux défenseurs. Il réalisa son erreur. Il avait essayé de briser le mur. Il devait briser l'estomac. L'ordre fut donné. Plus de charges, plus de gloire. La flotte se déplaça pour bloquer les voies maritimes. Les ingénieurs furent de mise au travail pour sceller les canaux. La stratégie passa de l'assaut à la suffocation. L'enclume était en place. Maintenant Ibrahim allait lentement, patiemment, abaisser le marteau. La ville de Missolonghi allait apprendre que la faim est une arme plus lente et plus cruelle que l'épée. La guerre pour la ville devint une guerre pour l'eau. Ibrahim savait que tant que la lagune restait ouverte, Missolonghi ne tomberait jamais. La ville n'était pas une île, mais elle respirait par la mer. De petits bateaux grecs manœuvrant à travers les canaux de vase comme des patineurs d'eau apportaient des munitions des îles Ioniennes et de la nourriture du Péloponnèse. Ils étaient le cordon ombilical maintenant la rébellion en vie. Pour étrangler la ville, Ibrahim devait couper le cordon. La géographie de la lagune était définie par une chaîne de minuscules îlots
des bancs de boue s'élevant à peine au-dessus des vagues, fortifiés de terrassements primitifs et de palissades en bois. C'étaient les gardiens. Vassiladi, Dolmas, Klissova. Si Ibrahim les prenait, il contrôlait le flux de nourriture. Il commença avec Vassiladi. Ce n'était pas une forteresse, c'était un monticule de terre glorifié abritant quelques dizaines de défenseurs et quelques canons rouillés, mais il commandait le canal principal. Le 25 février, la machine égyptienne se mit au travail. Un bombardement massif pulvérisa les terrassements. Puis un essaim de bateaux d'assaut à fond plat, spécialement construit pour les hauts fonds, submergea les survivants abasourdis. Vassiladi tomba. Le premier nœud du nœud coulant était serré. Ensuite vint Dolmas. Les combats furent et sauvages, corps à corps dans l'eau jusqu'aux genoux. Les Grecs combattirent jusqu'à ce que leurs munitions soient épuisées, puis combattirent avec des pierres et des crosses de fusil. Mais le poids du nombre était mathématique et absolu. Dolmas tomba. Les défenseurs à l'intérieur de Missolonghi regardèrent la fumée s'élever de la lagune. Ils virent leurs défenses extérieures s'effondrer une par une. Le cordon ombilical était serré, mais il restait un îlot. Le plus important, Klissova. Si Missolonghi était le cœur de la résistance, Klissova était le poing. Elle était défendue par 130 hommes, pas des soldats. 130 hommes déguenillés, affamés, épuisés, dirigés par Kitsos Tsavelas, un seigneur de guerre souliote qui traitait la guerre comme une vendetta personnelle. Ils avaient un rempart primitif et la boue sous leurs pieds. Contre eux, Ibrahim envoya tout. Il était frustré. Le siège traînait en longueur. Il voulait écraser cette dernière nuisance et marcher dans la ville. Le 25 mars, l'anniversaire du déclenchement de la Révolution, il lança un assaut combiné. C'était excessif. C'était de l'hubris. C'était un massacre, mais pas celui qu'il attendait. Imaginez la scène. Les eaux autour de Klissova sont peu profondes, un mélange traître de boue et de vase. Les bateaux d'Ibrahim s'échouèrent à des centaines de mètres de l'îlot. Ces soldats, l'élite de l'armée égyptienne, durent sauter dans l'eau. Ils portèrent des mousquets, des munitions et des baïonnettes. L'eau leur arrivait à la taille. La boue aspirait leurs bottes. Ils étaient lents, exposés et impuissants. Depuis les remparts de Klissova, les 130 défenseurs ne paniquèrent pas. Ils attendirent. Ils attendirent jusqu'à ce qu'ils puissent voir le blanc des yeux des Égyptiens. Ils attendirent jusqu'à ce qu'ils puissent entendre les officiers crier des ordres. Puis ils ouvrirent le feu. Ce n'était pas une bataille. C'était un tir au pigeon. Les Égyptiens ne pouvaient pas courir. L'eau était trop profonde. Ils ne pouvaient pas se baisser. Il n'y avait pas de couverture. Ils ne pouvaient pas charger. La boue les retenait. Ils moururent simplement. Vague après vague d'attaquants pataugèrent dans la lagune rouge. Les corps commencèrent à s'empiler dans l'eau, créant de macabres barricades flottantes que la vague suivante devait écarter. Ibrahim, observant depuis son vaisseau amiral, entra dans une rage folle. Cela défiait toute logique militaire. Comment 130 hommes pouvaient-ils arrêter une armée? Il ordonna à ses officiers de mener la charge personnellement. Ils moururent. Finalement, dans un accès de désespoir, Ibrahim lui-même sauta dans un bateau pour rallier ses hommes. Il s'approcha assez près des combats pour en sentir la chaleur. Une balle grecque trouva sa jambe. Le conquérant de la Morée, l'homme qui avait terrifié l'Empire ottoman, fut blessé par un paysan sur un banc de boue. Au coucher du soleil, les canons se turent. Le bilan fut catastrophique. Les estimations historiques varient, mais les chiffres sont insensés. Plus de 2500 soldats ottomans et égyptiens gisaient morts ou blessés dans la lagune. Les défenseurs de Klissova perdirent environ 35 hommes. C'était l'une des victoires les plus déséquilibrées de l'histoire militaire. Un miracle tactique. À l'intérieur de Missolonghi, les cloches de l'église sonnèrent. Ils chantèrent des chants de victoire. Pour un bref moment brillant, ils crurent avoir gagné. Ils pensèrent qu'Ibrahim était brisé. Mais ils avaient tort. Ibrahim n'était pas brisé. Il en avait juste fini de jouer. La victoire à Klissova scella paradoxalement le sort de Missolonghi. Elle força Ibrahim à s'engager pleinement dans le blocus. Il fit venir une flotte de nouvelles canonnières plus petites, qui pouvaient naviguer complètement dans les hauts fonds. Il les relia avec des chaînes et des barrages flottants.
Il patrouilla les eaux 24 heures sur 24. Début avril, le sceau était hermétique. Pas un seul bateau ne pouvait entrer. Pas un sac de farine, pas un grain de blé. Le cordon ombilical était coupé. À l'intérieur des murs, les héroïsmes de Klissova s'estompèrent dans la sombre réalité de la biologie. La ville avait été assiégée pendant 1 an. Les stocks étaient épuisés depuis longtemps. Les chats et les chiens avaient disparu des mois auparavant. Maintenant, la famine commença pour de bon. Cela commença avec les ânes et les chevaux. C'étaient des animaux précieux, essentiels au travail, mais la faim n'a pas d'économie. Ils furent abattus et bouillis. Puis vinrent les mulets. Lorsque le bétail fut parti, le régime se tourna vers le grotesque. Nous avons des journaux de survivants. Ils se lisent comme une descente dans la folie. Ils faisaient bouillir des chaussures en cuir pour ramollir le cuir et buvaient le bouillon. Ils mangeaient les chiffons imbibés d'huile, utilisés pour nettoyer les fusils. Ils fouillaient la lagune à la recherche d'algues, faisant bouillir le varech salé jusqu'à ce qu'il devienne une boue grise. Ils chassaient les souris et les rats avec la même intensité qu'ils chassaient les Turcs. Le scorbut balaya la population comme une peste. Les gencives saignaient, les dents tombaient, les vieilles blessures se rouvraient. Des hommes qui pouvaient sprinter en haut d'une montagne en armure complète 1 mois auparavant avaient maintenant besoin d'une canne pour traverser la place de la ville. Mais voici où cela devient insensé. Ils ne se rendirent pas. Ibrahim savait qu'il mourait de faim. Il envoya des émissaires au mur. Il n'offrit pas la mort. Il offrit la miséricorde. Il offrit la nourriture. « Rendez-vous » crièrent les messagers. « Le pacha admire votre courage. Il vous laissera vivre. Il vous laissera partir. Ouvrez simplement les portes. » Imaginez la tentation. L'odeur de viande rôtie flottant depuis les lignes ottomanes. Les cris de vos propres enfants, le ventre distendu par la famine, suppliant pour du pain. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir une porte en bois, et la douleur s'arrête. La réponse depuis les murs fut le silence ou un seul coup de feu. Les défenseurs étaient entrés dans un état psychologique qui transcendait la logique. Ils l'appelaient la fraternité de la faim. La souffrance devint un insigne d'honneur. Manger, c'était être faible. Mourir de faim, c'était être libre. La population civile souffrait le plus. Les mères cessèrent de produire du lait. Les nourrissons moururent en silence, leur énergie trop épuisée même pour pleurer. Les cimetières étaient pleins. Alors, ils enterrèrent les morts dans les arrière-cours, dans les caves, dans les rues. L'odeur de la ville changea. Ce n'était plus seulement de la poudre et de la boue. C'était le doux parfum écœurant de la mort lente. À la mi-avril, la situation était terminale. L'éditeur de journal suisse Johann Jakob Meyer, qui était à l'intérieur de la ville en publiant une chronique du siège, écrivit sa dernière dépêche. C'est l'une des lettres les plus obsédantes de l'histoire. « Nous sommes réduits à l'extrémité la plus terrible », écrivit-il. « Nous mangeons les choses les plus impures. Nous souffrons de la faim, de la soif et de la maladie. Mais au nom de Dieu, nous restons fermes. Nous mourrons libres. » Meyer savait qu'il écrivait sa propre nécrologie. Il ne demandait pas d'aide. Il savait que l'aide ne viendrait pas. Il documentait une scène de crime. Le leadership de la ville, l'évêque Joseph de Rogon, les seigneurs de guerre Notis Botsaris et Kitsos Tsavelas se réunirent pour un conseil final. Ils regardèrent en leurs hommes. Les guerriers étaient des fantômes. Leurs yeux étaient enfoncés, leur peau fine comme du papier. Ils ne pouvaient plus soulever leurs lourds mousquets. Ils s'appuyaient contre les murs, regardant les feux de camp égyptiens, attendant la fin. Une décision devait être prise. Ils pouvaient rester. S'ils restaient, ils mourraient de faim dans 1 semaine. Ils seraient trop faibles pour se battre. Quand Ibrahim grimperait finalement les murs, ils seraient massacrés dans leur lit comme des moutons. Ou ils pouvaient se rendre. Ils pouvaient ouvrir les portes et faire confiance à la parole d'un homme qui avait brûlé la moitié de la Grèce. Ils pouvaient vivre comme esclaves. Ou ils pouvaient faire l'impossible. Des murmures commencèrent à circuler dans la ville affamée. Un plan si désespéré, si suicidaire que seuls des hommes qui avaient déjà accepté la mort pouvaient le concevoir. Ils n'attendraient pas qu'Ibrahim vienne à eux. Ils n'attendraient pas de mourir dans la boue. Ils sortiraient. Tous. Les hommes,
Les femmes, les enfants, les blessés. Toute la population de Missolonghi ouvrirait les portes, marcherait à travers la plaine et se frayerait un chemin à travers 30 000 soldats ennemis jusqu'aux montagnes au-delà. C'était de la folie. C'était du suicide. C'était le seul choix qui restait. La date fut fixée pour la nuit du 10 avril, dimanche des Rameaux. L'ironie ne leur échappa pas. Le jour de l'entrée du Christ à Jérusalem serait le jour de leur sortie vers l'éternité. À l'intérieur des murs, les préparatifs commencèrent en silence. Les femmes déchirèrent leurs vêtements restants pour faire des bandages. Les hommes aiguisèrent leurs yatagans pour la dernière fois. Ceux qui étaient trop malades ou blessés pour marcher furent déplacés vers les maisons de pierre près des poudrières. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire le voyage. Ils étaient préparés pour un rôle différent. La ville retint son souffle. La faim fut oubliée. La douleur fut oubliée. Il n'y avait que la clarté terrifiante de la faim. L'enclume du blocus avait fait son travail. Le marteau de l'assaut était prêt. Mais le métal entre eux était sur le point de se briser d'une manière que le monde n'avait jamais vue. Le soleil se coucha le dimanche des Rameaux, le 10 avril 1826. C'était un coucher de soleil couleur échymose, violet foncé et rouge coléreux. À l'intérieur des murs de Missolonghi, le silence était plus lourd que le feu d'artillerie qui les avait pilonnés pendant 1 an. La décision avait été prise. Les ordres avaient été chuchotés. L'exode n'était pas une retraite. C'était un assaut. Le plan était un chef-d'œuvre de désespoir. Les survivants furent divisés en 3 colonnes. Les 2 premières étaient les fers de lance. Des hommes combattants, les restes des garnisons, les plus durs des souliotes. Leur travail était de percer un trou à travers les lignes de siège ottomanes. Ils agiraient comme des béliers humains. La 3e colonne était l'âme de la ville. Au centre marchaient les femmes, les enfants, les personnes âgées qui pouvaient encore bouger, et les quelques civils qui n'étaient pas morts de faim. Ils furent placés au milieu d'un carré protecteur de soldats. Mais qu'en était-il de ceux qui ne pouvaient pas marcher? C'est le chapitre le plus sombre de la nuit. Il y avait des centaines de blessés, de malades et d'infirmes gisant dans les ruines des maisons. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils savaient qu'ils seraient laissés derrière. Les scènes d'adieu furent bibliques dans leur tragédie. Des pères embrassant des fils mourants, des épouses choisissant de rester avec des maris blessés plutôt que de se sauver elles-mêmes. Le leadership fit un calcul sinistre. Laisser les malades à la merci des Turcs était une sentence de mort, impliquant probablement la torture. Alors ils concentrèrent les immobiles dans les maisons de pierre les plus solides et les poudrières. Ils leur donnèrent des mousquets chargés et une torche. Leurs ordres étaient simples. Attendez que l'ennemi entre, puis envoyez-les en enfer. Christos Capsalis, un vénérable ancien de la ville, prit le commandement de la plus grande poudrière. C'était un homme de paix qui se préparait à un acte de violence suprême. Il rassembla les malades, les femmes qui refusèrent de partir, et les vieillards. Ils s'assirent sur des tonneaux de poudre. Ils commencèrent à chanter des chants funèbres, alors qu'ils étaient encore vivants. À Dismerian, un silence tomba sur la ville. L'évêque Joseph de Rogon effectua les derniers rites. Il n'y avait pas de pain pour la communion, alors il les bénit avec ses larmes. Les portes furent débarrées. Les ponts, structures de fortune en bois et débris, furent abaissés silencieusement sur les douves. Le plan reposait sur une chose, la surprise. Il devait traverser la plaine ouverte, atteindre les tranchées ennemies et percer avant que la machine ottomane ne puisse se réveiller. Mais l'univers a un sens de l'humour cruel. L'histoire nous dit qu'un déserteur, un mercenaire bulgare qui avait combattu pour les Grecs, s'était échappé de la ville des heures avant l'exode. Il alla directement à la tente d'Ibrahim. Il lui dit tout. L'heure, l'itinéraire, le plan. Ibrahim ne paniqua pas. Il sourit. Il n'attaqua pas la ville. Il déplaça simplement ses pièces sur l'échiquier. Il renforça le secteur exact où les Grecs prévoyaient de frapper. Il positionna son artillerie pour créer une zone de mort. Il plaça sa cavalerie sur les flancs, cachée dans l'obscurité, attendant le signal. Le piège était tendu. La souris marchait volontairement dans la gueule du chat. À Vintaril, la première colonne sortit. Ils se déplacèrent comme des fantômes, leurs pieds enveloppés dans des chiffons pour étouffer le son. La lune était obscurcie par les nuages, offrant un manteau béni d'obscurité.
Ils traversèrent les douves. Ils traversèrent le terrain découvert. Ils atteignirent la première ligne de tranchées ottomanes. Silence. L'avant-garde grecque pensa avoir réussi. Ils rampèrent en avant, yatagans dégainés, prêts à égorger les sentinelles endormies. Puis un seul coup de mousquet retentit. C'était le signal. Soudain, la nuit s'évapora. Des fusées éclairantes et des torches furent allumées le long de toute la ligne ottomane. L'obscurité fut remplacée par une lumière aveuglante et vacillante, et de l'obscurité vint le tonnerre. L'artillerie d'Ibrahim, prévisée sur les ponts et la plaine ouverte, ouvrit le feu simultanément. La mitraille, des boîtes remplies de balles de mousquet qui transforment un canon en fusil de chasse géant. J'ai créé une traduction française détaillée de ce récit historique sur le siège héroïque de Missolonghi en 1826. Le texte raconte comment cette ville grecque, défendue par quelques milliers de combattants affamés, a résisté pendant plus d'1 an contre 30 000 soldats ottomans et égyptiens dirigés par Ibrahim Pacha. La traduction capture le drame de cette tragédie historique, la famine terrible, la résistance héroïque et finalement l'exode désespéré où la population entière a tenté de percer les lignes ennemies. L'histoire se termine sur la manière dont ce sacrifice a éveillé les consciences européennes et contribué à l'indépendance de la Grèce. Souhaitez-vous que je continue la traduction de la fin du texte, ou avez-vous des questions sur certains passages ?